Et si je vous disais que le coin le plus sombre et le plus inutile de votre jardin est en fait l'un de vos espaces de culture les plus précieux? La plupart des jardiniers regardent l'ombre et pensent que l'absence de soleil signifie l'absence de jardin. Mais c'est une erreur, car certaines des cultures les plus chères, les plus nutritives et les plus demandées de la planète ne veulent pas de plein soleil. Elles préfèrent l'ombre. Certaines en ont même besoin pour s'épanouir. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 12 cultures qui transforment l'ombre en avantage. Et quelques-unes d'entre elles vont vraiment vous surprendre. L'une se vend à plus de 100 dollars la livre. Une autre est utilisée en médecine depuis 5000 ans. Et le numéro 12 est l'un des seuls arbres fruitiers capables de supporter l'ombre. Il est extrêmement délicieux et pousse à partir de la zone 5. C'est parti. Top 1. La île des bois. Commençons par celui qui va vous laisser bouche bée. L'ail des bois, également appelé ramps. Ces petites plantes discrètes ressemblent au muguet et sentent l'ail. Et sur les marchés fermiers haut de gamme et dans les restaurants d'Amérique du Nord, elles se vendent entre 20 et 30 dollars le bouquet, et parfois plus. Les chefs en sont absolument fous. Chaque printemps, les grands restaurants mettent la saison de l'ail des bois à l'honneur sur leur menu, comme s'il s'agissait d'un jour férié. Et les cueilleurs protègent leur coin à ail des bois comme un trésor enfoui. Voici le secret. L'ail des bois est une plante forestière. Elle pousse naturellement sur les sols ombragés des forêts de feuillus. Elle déteste le plein soleil. Donnez-lui une ombre tamisée sous des arbres caducs, chênes, érables, bouleaux, et un sol riche et humide avec beaucoup de matière organique, et elle reviendra chaque année en se propageant lentement d'elle-même. Le bémol, c'est que l'ail des bois est lent. Il faut 5 à 7 ans pour établir une parcelle vraiment productive à partir de graines. Mais voici l'astuce que la plupart des gens ignorent. Vous pouvez acheter des bulbes d'ail des bois ou des plants à repiquer pour réduire le temps de moitié. Une fois établis, vous n'y touchez presque plus. Ce sont des vivaces. Elles reviennent indéfiniment. Ne récoltez jamais plus d'une feuille par plante. Et ne récoltez jamais plus d'un tiers de votre parcelle au cours d'une année donnée. Laissez-les s'étendre. Dans 10 ans, vous aurez un coin qui vous rapportera chaque printemps sans avoir à replanter. Autre fait époustouflant, l'ail des bois était l'un des principaux aliments printaniers des peuples autochtones de l'Est de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas une découverte gastronomique à la mode. Ils ont un historique de 10 000 ans. Maintenant, avant d'aller plus loin, voici quelque chose qui mérite d'être compris sur la raison pour laquelle tant de ces cultures préfèrent l'ombre. La plupart d'entre elles ont évolué sous la canopée des forêts, à l'ombre des montagnes, au bord des ruisseaux, nichées sous un épais couvert forestier. Ces plantes n'ont pas seulement survécu à une faible luminosité, elles y ont prospéré. Et au fil des millénaires, les humains ont découvert que beaucoup d'entre elles sont aussi extraordinairement utiles. Ainsi, lorsque vous plantez ces cultures dans votre jardin ombragé, vous ne travaillez pas contre la nature, vous travaillez exactement avec elle. Gardez cela à l'esprit pendant que nous parcourons le reste de cette liste. Top 2. Le gingembre. Vous avez déjà acheté du gingembre à l'épicerie. Vous avez probablement payé 5, 6, voire 7 dollars la livre, sans y réfléchir à deux fois. Mais saviez-vous que vous pouvez le cultiver dans un lit de jardin ombragé et le récolter vous-même? Le gingembre est une plante de sous-étage tropical. À l'état sauvage, il pousse sous la canopée dense des forêts d'Asie du Sud-Est, où il reçoit une lumière indirecte filtrée. Il ne veut pas de soleil direct l'après-midi, qui brûle ses feuilles et freine la croissance du rhizome sous terre. Ce qu'il veut, ce sont des températures chaudes, une humidité constante, un sol organique riche et de l'ombre. Voici l'astuce que la plupart des cultivateurs débutants oublient. Commencez par du gingembre du commerce. Achetez un morceau avec des yeux visibles, ces petits nœuds de croissance à la surface. Faites-le tremper toute la nuit
puis plantez-le à environ 5 cm de profondeur dans un bac surélevé ombragé ou un pot. Gardez-le humide. En quelques semaines, vous verrez émerger des pousses vertes. Le gingembre met environ 8 à 10 mois pour arriver à pleine maturité, mais vous pouvez faire ce qu'on appelle une récolte verte, en prélevant de petits morceaux dès 4 mois pour une saveur plus douce et plus tendre que les chefs préfèrent, épais au prix fort. Voici le bonus dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Le gingembre est l'une des plantes médicinales les plus étudiées sur Terre. Plus de 3000 études évaluées par des pairs ont examiné ses propriétés anti-inflammatoires, anti-nauséeuses et de renforcement immunitaire. Il contient plus de 400 composés chimiques différents. En cultiver vous-même signifie que vous obtenez la version la plus fraîche et la plus puissante de ce médicament directement dans votre jardin. Top 3. Le curcuma. Même famille que le gingembre, même conditions de culture, même histoire sauvage, mais d'une manière ou d'une autre, encore plus précieux à la livre. Le curcuma frais se vend entre 8 et 12 $ la livre dans les magasins de produits naturels, et le curcuma frais biologique se vend encore plus cher. Parallèlement, les compléments alimentaires au curcuma représentent une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars. Le composé actif, la curcumine, est l'un des composés naturels les plus étudiés qui existent. Il est utilisé dans la médecine ayurvédique depuis plus de 5000 ans, et la recherche moderne confirme ses puissants effets anti-inflammatoires. Cultivez-le exactement comme le gingembre. Ombre partielle à totale, conditions chaudes et humides, sol riche, eau constante. Plantez des rhizomes provenant d'un magasin de produits naturels au printemps, récoltés à l'automne lorsque les feuilles commencent à dépérir. Voici le fait qui sidère la plupart des gens. Le curcuma frais est 100 fois plus biodisponible que la poudre de curcuma séchée. Cela signifie que votre corps absorbe les composés bénéfiques bien plus efficacement à partir de la racine fraîche que vous cultivez dans votre jardin ombragé qu'à partir de n'importe quel complément acheté. Ce n'est pas du marketing, c'est de la biochimie. Top 4. Les épinards. Parlons maintenant d'une chose que vous pouvez récolter en 6 semaines. L'épinard est l'un des légumes les plus populaires au monde, et presque personne ne sait que c'est une culture qui préfère l'ombre. La plupart des gens le plantent en plein soleil et se demandent ensuite pourquoi il monte en graines en un mois. Voici la vérité. L'épinard a évolué dans les régions montagneuses fraîches d'Asie centrale. Il n'aime pas la chaleur. Il n'aime pas le soleil direct intense. Lorsque les températures montent et que le soleil tape, cela déclenche une réaction biologique de survie. Il pense que la saison se termine et s'empresse de produire des graines. C'est ce qu'on appelle la montée en graines. Et une fois qu'il monte en graines, toutes les feuilles deviennent amères et la plante a pratiquement fini son cycle. La solution de l'ombre est simple. Plantez les épinards dans un endroit qui reçoit le soleil du matin et l'ombre de l'après-midi, ou sous un arbre à la lumière tamisée. Cela imite son habitat naturel. Les feuilles restent tendres, la plante reste en phase végétative, et votre fenêtre de récolte se prolonge de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Dans un endroit ombragé, vous pouvez cultiver des épinards jusqu'en été, dans de nombreux climats, alors que tous ceux qui ont un jardin en plein soleil ont déjà perdu les leurs à cause de la chaleur. L'épinard est aussi l'une des plantes les plus denses en nutriments sur Terre. Par calories, c'est l'une des sources les plus riches en fer, calcium, folate et vitamines A et K que vous puissiez cultiver. Top 5. Les champignons. D'accord, techniquement, ce n'est pas une culture au sens végétal du terme, mais elle a sa place sur cette liste plus que n'importe quoi d'autre, car c'est le champion de la croissance à l'ombre et l'une des choses les plus rentables qu'un jardinier amateur puisse produire. Pleurote, shiitake, crinière de lion, strophère, ce ne sont pas seulement des aliments, ce sont des médicaments fonctionnels, ce sont des ingrédients gastronomiques.
Ils font l'objet de recherches de pointe en neurosciences. La crinière de lion, par exemple, est étudiée pour sa capacité à stimuler le facteur de croissance nerveuse, une protéine cruciale pour la santé du cerveau et la réparation neurologique. Et voici ce qui épate la plupart des gens. On ne fait pas pousser les champignons dans la terre, on les fait pousser dans du bois, des bûches, des blocs de sciure, des bottes de paille. On inocule littéralement un morceau de bois avec du mycélium, on le garde humide dans un endroit ombragé et il produit de la nourriture pendant des années. Pour le shiitake sur bûche, vous percez des trous dans une bûche de feuillus, vous y insérez des chevilles de mycélium, vous scellez avec de la cire et vous appuyez la bûche dans un coin ombragé et humide de votre jardin. Elle commencera à fructifier dans 6 à 18 mois et continuera pendant 4 à 6 ans. Le strophaire à anneaux rugueux, également appelé géant du jardin, est peut-être le plus facile de tous. Vous répandez le mycélium sur un lit de copeaux de bois dans une zone ombragée. C'est tout. Ils fructifient abondamment. Ils améliorent votre sol en décomposant les matières ligneuses. Et ils peuvent se propager d'eux-mêmes. L'aspect économique est stupéfiant. Les champignons gastronomiques se vendent entre 10 et 30 dollars la livre. Une bûche de shiitake productive peut produire de 2 à 4 livres de champignons par an pendant 6 ans. Un coin ombragé avec 10 bûches constitue une véritable source de revenus. Top 6. La Claytonie de Cuba. En voici une sauvage, avec une histoire fascinante. La Claytonie de Cuba, ou pour pied d'hiver, doit son nom anglais de miner's lettuce aux mineurs de la ruée vers l'or en Californie, qui en mangeaient pour prévenir le scorbut pendant les hivers rudes. Elle pousse à l'état sauvage, dans des environnements frais, ombragés et humides, et elle regorge de vitamine C. Aujourd'hui, c'est une salade de spécialité qui apparaît sur les menus de dégustation des restaurants haut de gamme pour son apparence inhabituelle et sa saveur délicate, rappelant presque la châtaigne d'eau. Ses feuilles rondes, avec la tige qui pousse, pile au centre, ont un aspect presque irréel dans une assiette. Elles poussent à partir de graines en environ 40 jours, prospèrent à l'ombre et par température fraîche. Elle se ressème abondamment, ce qui signifie qu'une fois plantée, elle revient d'elle-même année après année et elle ne demande pratiquement aucun entretien. Pour le jardinier amateur, c'est l'une des cultures les plus rapides, les plus faciles et les plus intéressantes à ajouter à un massif ombragé. Pour quiconque vend sur un marché fermier, c'est un sujet de conversation qui se vend tout seul. Top 7. L'oseille. L'oseille est la culture que les chefs professionnels connaissent et que presque personne d'autre ne cultive. C'est une vivace. Plantez-la une fois et elle revient chaque année, plus grande et plus productive. Elle tolère magnifiquement l'ombre. En fait, en plein soleil, elle a tendance à stresser et à monter en graines sous la chaleur de l'été. Sa saveur est extraordinaire, vive, citronnée, presque électrique. Elle provient de l'acide oxalique contenu dans les feuilles, le même composé qui lui donne son punch acide. Les chefs l'utilisent dans les sauces, les soupes et les salades. En France, la sauce à l'oseille avec le saumon est un classique présent sur les menus depuis des siècles. Voici le secret de culture que la plupart des gens ignorent. L'oseille à l'ombre produit des feuilles plus tendres et moins acides que l'oseille en plein soleil. Parce qu'une luminosité plus faible signifie que la plante produit de l'acide oxalique plus lentement. Vous obtenez en fait un meilleur produit grâce à l'ombre. Récoltez continuellement les feuilles extérieures et la plante continue de pousser. Elle est presque increvable. Une fois établie, elle tolère la sécheresse, résiste au froid et les cerfs n'y touchent absolument pas. Top 8. Les hostas. Attendez, des hostas? La plante ornementale que tout le monde cultive pour l'aménagement paysager. Oui. Et voici ce qui va vous sidérer si vous ne le saviez pas déjà. Les hostas sont comestibles au Japon. Les pousses d'hostas
appelés ourois, sont un légume de printemps traditionnel. On les récolte lorsqu'elles sortent à peine de terre au début du printemps, avant que les feuilles ne s'ouvrent complètement, et on les mange bouillies, grillées ou en soupe. La saveur est douce, légèrement sucrée, semblable à celle de l'asperge. Les hostas sont parmi les plantes les plus tolérantes à l'ombre qui existent. Elles sont presque impossibles à tuer. Beaucoup de gens en ont déjà dans leur jardin, sans réaliser qu'ils ont sous la main une culture vivace comestible. Les variétés aux pousses les plus épaisses et les plus droites sont les meilleures à consommer. Les variétés Some and Substance et Elegance sont souvent recommandées. Note importante, ne mangez vos propres hostas que si vous avez la certitude qu'ils n'ont pas été traités avec des pesticides, et faites-les toujours cuire. Les hostas crus peuvent provoquer de légères irritations digestives. Cette culture ne coûte rien si vous en avez déjà. Elle produit chaque printemps indéfiniment, et presque personne ne sait que c'est de la nourriture. Top 9. Le wasabi. Et maintenant, celui qui va vous écarquiller les yeux. Le vrai wasabi. Wasabia japonica. Les rhizomes de wasabi frais se vendent entre 70 et 160 $ la livre. Sur certains marchés, c'est encore plus. C'est l'une des cultures alimentaires les plus chères au monde, et il est presque impossible d'en acheter à moins d'être proche d'un épicier japonais spécialisé ou d'un fournisseur de restaurants très haut de gamme. Pourquoi est-ce si rare et si cher? Parce que c'est terriblement difficile à cultiver dans des conditions conventionnelles. Il a besoin de températures fraîches, entre 7 et 21 degrés. Il a besoin d'une forte humidité. Il a besoin d'une eau propre et en mouvement constant, ou, au minimum, d'un sol extrêmement humide et bien drainé. Et il a besoin d'une ombre profonde. À l'état sauvage, le wasabi pousse le long des berges des ruisseaux de montagnes frais au Japon, sous la canopée de la végétation forestière. La lumière directe du soleil le tuera. Les températures élevées le tueront. Un mauvais drainage le tuera. Mais voici l'opportunité. Si vous avez un coin frais, ombragé et humide dans votre jardin, surtout dans le nord-ouest Pacifique, au Royaume-Uni, dans certaines parties du Canada ou dans les régions montagneuses plus fraîches des États-Unis, vous avez exactement le microclimat dont le wasabi a besoin. Il faut 18 mois à 2 ans pour produire des rhizomes récoltables. Mais les feuilles et les tiges sont également comestibles et peuvent être récoltés en cours de route. Et voici le fait qui va véritablement changer votre vision de chaque sushi que vous avez mangé. Jusqu'à 99% du wasabi servi dans les restaurants de sushi n'est pas du vrai wasabi. C'est un mélange de réfort, de moutarde et de colorants alimentaires verts. Les composés aromatiques du vrai wasabi, appelés isothiocyanate, sont si volatiles qu'ils se dissipent dans les 15 minutes suivant le râpage. Ainsi, du wasabi frais cultivé dans le jardin et râpé juste avant d'être mangé est une expérience que pratiquement personne en dehors du Japon n'a jamais vécue. Cultivez-le. Vivez une expérience que presque personne d'autre sur Terre n'a l'occasion de goûter frais. Top 10. La cardamome. La plupart des gens voient la cardamome comme une épice exotique qu'ils achètent dans un petit pot à l'épicerie pour 5 ou 6 $. Ce que presque personne ne réalise, c'est que la cardamome est une plante qui aime l'ombre et l'une des épices les plus précieuses au monde au poids, juste derrière le safran et la vanille. La cardamome est originaire des sols forestiers du sud de l'Inde et du Sri Lanka, où elle pousse naturellement sous la canopée dense des arbres tropicaux. Elle a évolué dans une ombre quasi totale. Elle ne veut pas de soleil direct. Plantez-la en plein soleil et elle dépérit, brûle et produit à peine. Plantez-la dans une ombre profonde et humide, avec un sol riche et une humidité constante. Et elle devient une vivace productive et durable qui fructifie année après année. Les gousses sont récoltées à la main, c'est précisément pourquoi la cardamome de haute qualité est si chère. Une seule plante peut produire des gousses pendant 10 ans, une fois établie.
Voici la partie hallucinante. La cardamome est commercialisée comme une épice de luxe depuis l'Antiquité. Elle était utilisée dans les rituels d'embaumement égyptiens. Les Vikings l'ont rapportée de Constantinople. Et aujourd'hui, le plus grand consommateur mondial de cardamome n'est pas l'Inde, où elle est cultivée. Ce sont les pays du Moyen-Orient, où elle est moulue dans le café et consommée quotidiennement comme symbole d'hospitalité. Dans les climats plus frais, la cardamome peut être cultivée dans un grand pot et hivernée à l'intérieur. Dans les zones plus chaudes, zone 8 de l'USDA et plus, elle peut vivre dehors toute l'année dans un endroit ombragé. La plante elle-même est magnifique à regarder, haute, luxuriante, tropicale. La plupart des gens supposent que ce n'est qu'une plante ornementale. Ils sont loin de se douter qu'elle leur prépare une épice coûteuse en même temps. Top 11. La glycine tubéreuse. Celle-ci est peut-être la plus grande surprise de toute la liste. Et quand vous aurez compris ce que c'est, vous voudrez en trouver immédiatement. La glycine tubéreuse, également appelée Apios, patate en chapelet, ou, par son nom scientifique, Apios americana. Ce ne sont pas des arachides. La glycine tubéreuse est une vigne indigène d'Amérique du Nord qui pousse à l'état sauvage dans des environnements forestiers ombragés et humides de l'Est des États-Unis et du Canada. Les peuples autochtones de tout le continent en ont fait un aliment de base pendant des millénaires. Lorsque les pèlerins sont arrivés et ont affronté leurs premiers hivers brutaux, on pense largement que les glycines tubéreuses les ont sauvés de la famine. La plante produit des grappes de petits tubercules amylacés sous terre. Comme un chapelet de perles comestibles enfouies sous le sol, ils ont un goût entre la pomme de terre et la châtaigne. Riche, noiseté, légèrement sucré. Et voici le fait nutritionnel qui laisse pantois. La glycine tubéreuse contient environ 3 fois plus de protéines qu'une pomme de terre ordinaire. 3 fois. C'était, pour de nombreuses communautés autochtones, l'une des principales sources de protéines de leur alimentation. La vigne elle-même pousse joyeusement à l'ombre partielle ou totale, grimpant sur les clôtures et à travers les arbustes. C'est une plante fixatrice d'azote, ce qui signifie qu'elle améliore réellement votre sol au fur et à mesure de sa croissance, tout comme les haricots. Elle tolère la sécheresse une fois établie. C'est une vivace qui revient chaque année et produit plus de tubercules à mesure que la souche s'étend. Vous pouvez les manger bouillis, rôtis, frits ou en purée. La saveur s'améliore après la première gelée. Et vous pouvez même manger les graines, qui se développent dans des gousses sur la vigne, comme de petits haricots. Voici ce qui est dingue. Bien qu'elle soit l'une des plantes alimentaires les plus importantes de l'histoire de l'Amérique du Nord, la glycine tubéreuse est presque totalement absente des jardins modernes. Presque personne n'en cultive. On en trouve à peine en pépinière, ce qui signifie que si vous dénichez une source, et elles sont disponibles dans les pépinières de plantes indigènes, vous cultivez quelque chose de véritablement rare. Quelque chose avec une histoire que la plupart des gens traversant votre jardin ne devineraient jamais. Un coin ombragé, un peu d'humidité, une clôture sur laquelle grimper. C'est tout ce dont elle a besoin. Et elle vous nourrira au même endroit, à partir des mêmes racines, pendant des décennies. Top 12. L'azimine. Terminons cette liste de cultures avec celle qui fait s'arrêter les gens pour demander « Attends, c'est vrai ça ?» L'azimine, Azimina triloba, le plus gros fruit indigène d'Amérique du Nord. Son goût ressemble à un mélange entre une banane et une mangue, avec une touche de crème pâtissière à la vanille, et qui pousserait mystérieusement sur un arbre dans votre jardin. La texture est douce et crémeuse, presque comme un pudding. Sa saveur est si tropicale que la plupart des gens qui y goûtent, pour la première fois, refusent de croire qu'il a poussé dans un climat tempéré. Et voici le clou du spectacle. Vous ne pouvez presque certainement pas en acheter. Les azimines ont une durée de conservation extrêmement courte, environ 2 à 3 jours une fois mûres. Cela rend la distribution commerciale
quasi impossible. Vous n'en trouverez pas dans une épicerie ordinaire. Vous n'en trouverez pas sur la plupart des marchés fermiers. La seule façon de manger une assimine est de la cueillir à l'état sauvage ou de cultiver son propre arbre. Ce qui nous amène au lien avec l'ombre. Les assiminiers sont originaires du sous-étage des forêts de l'Est de l'Amérique du Nord. Les jeunes assiminiers ont en fait besoin d'ombre pour s'établir. Ils ont évolué pour pousser sous la canopée d'arbres plus grands, et le soleil direct sur un jeune asiminier le stressera ou le tuera. Les arbres matures peuvent supporter plus de lumière, mais ils s'épanouissent à l'ombre tamisée et sont parfaitement à leur place dans un jardin ombragé. Ils résistent au froid jusqu'à 30 degrés Celsius. Ils n'ont pas de problème de parasites sérieux car les feuilles contiennent des composés naturels que les insectes trouvent répulsifs, ce qui signifie aussi que les cerfs n'y toucheront pas. C'est l'un des arbres fruitiers les plus faciles à entretenir. Voici l'angle historique qui fascine. L'assimine était un aliment de base pour les peuples autochtones de l'Est de l'Amérique du Nord pendant des millénaires. George Washington les adorait, dit-on. Thomas Jefferson en cultivait à Monticello. Lewis et Clark en ont mangé pour survivre lorsque leurs réserves de nourriture se sont épuisées pendant leur expédition. Ce fruit a nourri certains des moments les plus importants de l'histoire américaine, puis a presque totalement disparu de la mémoire culturelle. Il existe des passionnés d'assimine qui travaillent pour réhabiliter ce fruit. Il existe des festivals annuels de l'assimine dans des États comme l'Ohio et le Maryland, où des gens voyagent pendant des heures juste pour les goûter. Et en ce moment, alors que presque personne d'autre n'en cultive, vous pourriez avoir un asiminier produisant tranquillement le fruit le plus rare et le plus extraordinaire du continent à l'ombre de votre propre jardin. Plantez 2 arbres pour la pollinisation croisée. Donnez-leur quelques années pour s'établir, puis préparez-vous à partager avec vos amis et votre famille quelque chose que la plupart d'entre eux n'ont jamais goûté de leur vie. Maintenant, avant de conclure, parlons stratégie. Car savoir quelle culture faire pousser n'est que la moitié de l'équation. Voici quelques conseils rapides pour obtenir une production maximale d'un jardin ombragé. Premièrement, pensez en étages. Une forêt possède une canopée, un sous-étage et une couche au sol. Votre jardin d'ombre devrait en faire autant. Des vignes hautes, comme la glycine tubéreuse à l'arrière-plan, des cultures de taille moyenne, comme le gingembre et le curcuma au milieu, et des couvre-sols bas, comme la claytonie de Cuba ou l'oseille en dessous. Vous multipliez votre rendement sans multiplier votre espace. Deuxièmement, le sol est primordial à l'ombre. Le sol ombragé a tendance à rester humide, mais peut se compacter et devenir anaérobie. Construisez des lits surélevés ou amendez profondément les lits existants avec du compost, du terreau de feuilles et des copeaux de bois vieillis pour créer l'environnement meuble, riche et bien drainé dont les cultures d'ombre ont besoin. Le terreau de feuilles, des feuilles tout simplement compostées, est l'un des meilleurs amendements pour les jardins d'ombre, et c'est totalement gratuit. Troisièmement, adoptez l'écosystème. Les jardins d'ombre accumulent naturellement des feuilles et des débris organiques. Ne luttez pas contre cela. Laissez une couche de paillis de feuilles sur la surface du sol. Elle régule la température, retient l'humidité, nourrit la vie du sol et se décompose lentement en un humus riche. Ce sont exactement les conditions que préfèrent la plupart des cultures d'ombre. Les champignons, en particulier, adorent ça. Quatrièmement, utilisez des surfaces réfléchissantes. Si votre ombre est causée par des structures plutôt que par des arbres, vous pouvez placer stratégiquement des matériaux réfléchissants blancs ou argentés, même des planches ou des clôtures peintes en blanc, pour faire rebondir la lumière ambiante vers votre zone de culture. Cela peut augmenter de manière significative les niveaux de lumière, sans ajouter le stress du soleil direct. Et cinquièmement, pratiquez la plantation successive de manière intensive. Comme de nombreuses cultures d'ombre ont des cycles courts, plantez un nouveau lot toutes les 2 ou 3 semaines.
Cela échelonne vos récoltes et signifie que vous avez toujours quelque chose prêt à être cueilli sans que tout n'arrive à maturité en même temps. En résumé, l'ombre n'est pas un obstacle au jardinage. C'est un environnement de culture spécialisé. Et comme tout environnement spécialisé, il récompense ceux qui le comprennent. De l'ail des bois qui se vend 25 $ le bouquet. Du wasabi frais d'une valeur de plus de 100 $ la livre. Des champignons gastronomiques. De la cardamome, une épice plus précieuse au poids que l'or tout au long de l'histoire de l'humanité. De la glycine tubéreuse, un super aliment amérindien oublié, contenant 3 fois plus de protéines qu'une pomme de terre. Et la cimine, un fruit si rare et extraordinaire que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe, poussant tranquillement dans l'ombre d'un jardin près de chez vous. Tout cela dans la partie de votre terrain que vous pensiez inutile. Les jardiniers qui comprennent cela ne font pas que mieux se nourrir. Ils font pousser des choses que personne d'autre ne peut produire. Et c'est une position très avantageuse. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quelle culture vous a le plus surpris. Je parie sur la cimine, car une fois qu'on y a goûté, on ne regarde plus jamais son jardin ombragé de la même façon. Si cette histoire a changé votre regard sur les coins sombres de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire et le potentiel qui se cache dans l'ombre. Plantons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de secrets de jardinage sera bientôt révélé.